RMC, After Espagne. Nicolas Jamin. Salut à tous, bienvenidos a todos, bienvenue dans l'After Espagne, le podcast audio et vidéo 100% Liga. On est là chaque semaine pour accompagner la saison, celle des clubs espagnols également sur la scène européenne. Vous nous trouvez, vous le savez, en podcast audio et vidéo sur vos box SFR, Free, téléconnectés, l'application RMC BFM Play. Et puis évidemment, si vous aimez notre podcast, nos podcasts, After Espagne, Allemagne, Italie, Angleterre et bien d'autres, vous abonnez sur les différentes plateformes. Vous mettez 5 étoiles ou cœur, c'est des étoiles, on est d'accord. Ouais, mettez tout ce que vous voulez de toute façon. Vous voulez, mettez votre amour surtout pour nous accompagner, qu'on grandisse ensemble. Justement, cette semaine, épisode consacré à l'Atlético de Madrid. On en parle avec Edgar Grollo en direct. El hombre Edgar de Madrid. Bonsoir, bonjour Edgar. Salut Nico, salut Rémi, salut tout le monde. Et El periodista de RMC Sport, Rémi Dumont. Si, señor. Salut Hola Rémi, todos. ça va? Salut tout le monde, ça va et toi? Très bien, en forme. Qui parle espagnol ici? Parce que moi, je ne parle pas espagnol, hein, je me la raconte pas. Moi non plus. Edgar, t'avances en espagnol, c'est bien? C'est bon? Bien sûr, sinon là je serais quand même embêté quoi au bout d'un an. Alors justement, aujourd'hui on parle de l'Atlético de Madrid. Attention, une question grave cette semaine. Le Cholismo est-il à bout de souffle? Est-il sur le point de mourir? Début de saison préoccupant. 8e de Liga après 6 journées. L'une des pires entames de l'Atlético depuis l'arrivée de Diego Simeone en 2011. 9 petits points. Faut-il remettre en question son système? Les socios veulent-ils voir autre chose? Et puis Julián Alvarez, on va en parler. Peut-il porter l'attaque de l'Atlético? On parlera aussi d'Antoine Griezmann, qui n'arrive toujours pas à marquer cette saison en championnat. En tout cas, on va répondre à toutes ces questions ensemble. C'est parti donc pour l'After Espagne. Commençons d'ailleurs par un soulagement, Edgar, celui qui a suivi la victoire cette semaine à l'arraché, 3-2 au Metropolitano contre le Rayo Vallecano. C'était un derby, autre club de la banlieue de Madrid. Elle est à peine rassurante, Edgar, parce qu'il a fallu s'employer pour arracher un succès, 3-2. Exactement, parce qu'ils étaient menés quand même à la 77e minute jusqu'à la 80e. Et puis ils mettent ces 2 buts de Julián Alvarez qui complète son triplé dans les 10 dernières minutes. À la fois, c'est pas rassurant dans le jeu et sur le contenu qu'on a vu pendant 90 minutes, parce qu'une nouvelle fois, on a vu un Atlético qui galère, qui n'arrive pas vraiment à imposer le match qu'ils ont envie d'imposer et qui a du mal face à une équipe abordable pour eux, même si le Rayo Vallecano est quand même une bonne équipe de Liga. À la fois, on a quand même la sensation peut-être que cette saison de l'Atlético va peut-être se lancer grâce à cette victoire-là, parce que le Cholismo, c'est aussi ça, des fois, c'est des victoires à l'arrache comme ça dans les dernières minutes. C'était du typique Simeone qui a harangué la foule dans les dernières minutes du match et ils vont arracher cette victoire. Je pense que ça va vraiment leur faire du bien et surtout, ça va changer un petit peu l'ambiance, la mauvaise ambiance qu'il y avait autour de cette équipe, parce qu'on avait franchement l'impression que 9 fois sur 10, s'il pouvait leur arriver quelque chose de malchanceux, ça leur arrivait depuis le début de saison. Ils se prenaient des buts de dingue comme le premier but du Rayo Vallecano qui vient d'une frappe monstrueuse de 40 mètres, comme le but de la tête de l'Espagnol Barcelone à la première journée de Liga qui sort absolument de nulle part, une tête à l'extérieur de la surface. Il y avait des buts un petit peu loufoques, des actions un petit peu loufoques, et pour une fois, ça a tourné en leur faveur cette semaine et je pense que ça va leur faire le plus grand bien. Cette fois-ci, en tout cas depuis le début de saison, Rémi, il y a une habitude à l'Atlético, c'est qu'on ouvre le score. Alors, il y a un petit péché mignon, c'est que effectivement, l'Atlético de Madrid ouvre le score, mais le petit péché mignon, c'est qu'ils se font rattraper, voire ensuite mener. C'est le cas sur les premières journées de championnat. La J1 face à l'Espagnol, ils ont perdu sur le terrain de l'Espagnol 2-1 après avoir ouvert le score. J2, Atlético de Madrid, Elche, ils ouvrent le score final, 1 but partout. Troisième journée, Alaves, Atlético, ils ouvrent le score et encore une fois, ils se font rattraper, 1 but partout. Atlético, Villarreal, 4e journée, la deuxième victoire pour l'instant en Liga. En Ligue des Champions, défaite 3-2 sur le terrain de Liverpool. 5e journée, Mallorca, Atlético. Encore une fois, l'Atlético ouvre le score et se fait rattraper, 1 but partout. Et comme le disait très justement Edgar tout à l'heure, l'Atlético a été mené jusqu'à la 80e minute avant de gagner finalement dans les dernières minutes du match face au Rayo Vallecano. Grâce au chef-d'œuvre de Julián Alvarez, on va s'intéresser quelques minutes bien sûr au champion du monde, l'international argentin triplé. Il avait plus marqué depuis 1 mois en Liga. Il était malade à l'instar de son collectif les Colchoneros. Diego Simeone avait été interrogé justement sur la méforme de l'attaquant argentin juste avant la victoire face au Rayo Vallecano. Écoutez bien ce qu'il dit. Par rapport à Julián, j'ai fait ce que je pensais être le meilleur pour l'équipe. Il est évidemment le meilleur joueur que nous ayons et nous avons besoin de lui, il n'y a rien d'autre à dire.
Nous espérons qu'il trouvera ce qu'il y a de mieux pour un attaquant, c'est-à-dire des buts, et j'espère que l'équipe l'aidera à créer des occasions qu'il pourra concrétiser parce que c'est sa raison d'être. Il est venu pour cela et nous avons besoin qu'il donne le meilleur de lui-même. Le meilleur joueur de l'équipe, dit Simeone. Là-dessus, on est d'accord, les gars, il n'y a pas de débat. C'est vraiment lui, la vitrine de l'Atlético, Edgar. Bien sûr. Bien sûr, c'est la star absolue de cette équipe et au début de saison dernière, on disait toujours que c'était l'équipe d'Antoine Griezmann parce qu'il avait fait un très bon début de saison et que c'est quand même le chouchou de tout le monde à l'Atlético. Mais depuis et déjà sur la fin de saison dernière, Julián Álvarez, il est au-dessus du lot tout simplement à l'Atlético. C'est le seul, on a l'impression, il peut être performant à n'importe quel moment, te sortir un but à n'importe quel moment et très clairement, il est au-dessus du lot dans cette équipe. Les stats depuis son arrivée le montrent, hein, Rémi. Oui, exactement. Alors depuis son arrivée à l'Atlético de Madrid, toutes compétitions confondues, c'est 63 matchs, 33 buts et 9 passes décisives, soit 42 fois décisif en 63 matchs. Rappelez aussi qu'il vient de Manchester City où la route était un petit peu barrée par Haaland et qu'il a aussi le statut de champion du monde avec l'Argentine. Donc c'est vraiment un joueur qui a des vraies qualités et pour l'instant c'est le seul qui ressort du lot en ce début de saison à l'Atlético. Pas mal pour un joueur dont certains disent qu'il n'a rien à faire dans ce club, dans le système Simeone, qu'il ne le valorise pas offensivement en tout cas, qu'on lui demande de trop défendre alors que c'est un pur élément offensif. Regardez ce que disait récemment son premier entraîneur en Argentine, en l'occurrence monsieur Hugo Rafael Varas. Il dit: je ne le vois pas à l'aise avec Simeone, il n'est pas bien dans cette équipe. Aujourd'hui, l'Atlético est une équipe qui défend beaucoup et attaque peu, il évolue plus comme un passeur que comme un finisseur. L'équipe n'arrive pas beaucoup à faire en sorte que Julián soit le numéro 9 qui marquait des buts à River. Est-ce qu'il dit vrai, le premier entraîneur d'Alvarez, Edgar ? Moi, je pense pas, tout simplement parce que déjà, de dire qu'il n'est pas mis en position de numéro 9, c'est pas vrai, parce que à part sur les 2 fois où Alexander Sørloth est titulaire en Liga cette saison, à chaque fois, le numéro 9, c'est Julián Álvarez. Alors, il a toujours un joueur de complément à côté de lui, et c'est vrai qu'il y a toujours évidemment d'autres joueurs à côté de lui en attaque, mais l'avant-centre de cette équipe, c'est Julián Álvarez, ça se voit dans les statistiques, hein, c'est lui qui est le plus décisif. Alors oui, c'est moins, on va dire, un 9 classique que Sørloth, mais c'est d'abord et avant tout sur Julián Álvarez au quotidien que Simeone compte pour avoir des buts pour son équipe. Et au-delà de ça, sur le côté effort défensif, oui, il fait plus d'efforts défensifs peut-être qu'un Kylian Mbappé ou que d'autres stars du foot mondial, mais Julián Álvarez, il défend moins statistiquement que l'avant-centre moyen en Liga. Et quand tu regardes statistiquement ses actions défensives cette saison, sur ce début de saison-là, il en réussit moins que la saison passée. Donc c'est possible aussi qu'il y ait une adaptation de la part de Simeone. Mais en tout cas, dire qu'il fait que défendre, qu'il fait que faire des passes et qu'on n'attend pas de lui de marquer à l'Atlético, pour moi, ça ne représente pas la réalité. Et surtout, j'ai l'impression qu'il a l'air épanoui, en tout cas à Madrid. Il est au centre du projet. Il est, tu l'as dit, Edgar, la star de l'équipe. Il est le buteur avec Sørloth, qui a fait une excellente saison dernière. J'ai du mal à imaginer que ce garçon-là, alors qu'il lui reste encore, je crois, 3 ou 4 ans de contrat, ait des envies d'ailleurs. À City, il était malheureusement barré par plus fort que lui, en tout cas par une priorité qui s'appelait Erling Haaland. Ouais, après, le championnat espagnol lui correspond peut-être mieux que le championnat anglais. C'est une équipe peut-être qui est à son niveau, c'est-à-dire peut-être un petit peu en toutes ses qualités où il peut vraiment les exprimer, peut-être Julián Álvarez. Après, c'est sûr que quand on voit un attaquant capable d'évoluer, parce que je le trouve beaucoup plus mobile, par exemple, que Sørloth. Sørloth, il est beaucoup plus ancré dans la surface de réparation. Donc ça permet aussi de varier, entre guillemets, les plaisirs avec lui, parce qu'il peut partir de plus loin, il a une belle frappe, il peut marquer sur coup de pied arrêté, il est aussi bon de la tête. Maintenant, faut voir, parce que les numéros 9, c'est pas non plus ce qui court le marché, les bons numéros 9 maintenant. Donc si je pense que des clubs voient qu'il est en difficulté à l'Atlético, ils s'empêcheront pas, bien sûr, de venir le chercher pour le recruter ailleurs. Bon, ça va aussi dépendre de la saison de l'Atlético, hein, d'une éventuelle 13e qualification consécutive, même 14e pour la Ligue des Champions. Elle a commencé d'ailleurs la saison par une défaite à Anfield, 3-2 face à Liverpool. Début de saison, on en parlait en intro, qui est presque historique dans le mauvais sens du terme pour l'Atlético, Rémi. Oui, parce que après 5 journées obtenues, c'est le pire départ de l'ère Simeone en Liga, évidemment pour l'Atlético de Madrid, puisque comme on s'aperçoit qu'ils ont pris que très peu de points, que 6 points, pardon, après 5 journées. C'est la première fois que c'est ça fait 9 désormais maintenant. Ouais, 9 désormais, mais c'est après 5 journées. Donc après 6, ça fait évidemment 9. Mais rappelez évidemment que c'est pas forcément les meilleures performances de l'histoire
l'histoire de l'Atlético depuis l'ère Simeone, hein, où on rappelle Simeone est arrivé en cours de saison en 2011-2012. Mais voilà, montrer aussi que parfois ça peut mettre du temps à se mettre en route, comme on le disait, mais que ça revient très vite parce que voilà, par exemple, la saison 2018-2019, il y avait seulement 8 points après 5 journées. Ils ont terminé deuxième du championnat. Donc il y a encore de l'espoir, par exemple, pour l'Atlético en termes mathématiques. Deuxième pire entame de l'Atlético depuis l'arrivée de Simeone en 2011. 9 points pour l'instant, à 9 points du Real, à 7 du Barça, à 4 de Villarreal, troisième. Il y a aussi un autre dossier qu'on voulait évoquer rapidement. Il y a un peu de tension chez Diego Simeone, hein. Il est au cœur d'une enquête diligentée par l'UEFA. Ouais, à l'échelle européenne, hein, puisque c'était lors du match de Ligue des Champions à Liverpool, donc à Anfield, où il s'est quelque peu accroché avec des supporters anglais. Il y a une enquête ouverte par l'UEFA, donc ça aussi, ça devient parasiter encore plus le début de saison compliqué de l'Atlético de Madrid. Donc à voir quelles sanctions il y aura de la part de l'UEFA après cette enquête et à quel point ça peut pénaliser évidemment l'Atlético de Madrid. Bon, voilà pour le climat, l'ambiance, début de saison. Edgar, est-ce qu'on a inquiet à l'Atlético? Tu l'as dit tout à l'heure en début de podcast, on sait qu'avec Simeone ça peut mal commencer et toujours très bien finir. C'est une valeur sûre, une assurance tranquille vers une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Exactement, on sait qu'il y a eu des moments de saison, il y a souvent des périodes un petit peu difficiles pour l'Atlético et à la fin de la saison, il y a toujours un moment de façon dans la saison où on les critique, on se demande si Simeone doit partir et à la fin de la saison, on regarde le classement, ils sont troisième ou ils sont deuxième. Donc il n'y a pas une grande inquiétude, c'est encore le début et d'ailleurs leur futur adversaire, Xabi Alonso, l'entraîneur du Real, le disait aujourd'hui, lui il est persuadé que c'est que le début du championnat et que l'Atlético va se battre pour le titre jusqu'au bout et non, il n'y a pas une grande inquiétude. Maintenant, le seul problème, le seul petit souci, c'est que les problèmes dans le jeu qu'on voit côté Atlético, les difficultés à tuer les matchs, à gagner les matchs, même face aux petites équipes, elles durent depuis la fin de saison dernière. Parce que rappelez-vous, ils avaient quand même une très très mauvaise série en fin de saison dernière. Au mois de mars, on les voyait encore sur tous les tableaux et potentiellement faire une saison historique. Et un mois plus tard, ils n'avaient plus rien à jouer. Et donc, ça dure pas seulement depuis quelques journées, ces difficultés-là. Donc ça, c'est si inquiète quand même. Mais voilà, on sait aussi qu'il y a eu énormément de changements, énormément de recrues dans cette équipe, que ça va mettre du temps à se mettre en place. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus un vent de panique à l'Atlético. Juste Edgar, parce que en Liga, évidemment, il y a le Real, il y a le Barça et puis il y a ensuite l'Atlético. Mais est-ce que cette saison, tu vois des adversaires qui sont vraiment des concurrents potentiels de l'Atlético? Parce que c'est pareil en termes d'effectifs, de qualité, de moyens. J'ai pas l'impression que non plus, peut-être à part Villarreal et encore, qu'il y ait des clubs qui soient capables d'aller justement chercher l'Atlético pour leur faire vivre une plus mauvaise saison au classement. Oui, je pense que j'en vois deux au niveau des effectifs, c'est l'Athletic Club donc de Bilbao et Villarreal. La difficulté, c'est que ce sont deux clubs qui jouent aussi la Ligue des Champions. L'Athletic Club n'a plus l'habitude, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas joué, donc comment ils vont gérer ça? Ça, c'est une question, mais en tout cas, en termes d'effectifs, en termes de solidité, en termes de continuité par rapport à la saison dernière, eux, ils ont vraiment les armes pour aller, pourquoi pas, aller chercher un podium à la fin de la saison, en tout cas un top 4. Et Villarreal, qui, eux, ont beaucoup plus de changements dans leur effectif, mais qui, on le voit semaine après semaine, sont vraiment une équipe compétitive. Alors, paradoxalement, c'était la première victoire de l'Atlético, mais on sait l'Atlético, ils sont pas toujours meilleurs face aux petits, ils sont souvent meilleurs face aux gros. Mais en tout cas, je vois ces deux équipes-là capables d'aller déranger l'Atlético, mais c'est important de rappeler quand même que cette saison, il y a 5 équipes espagnoles en Ligue des Champions. Il pourrait encore y en avoir 5 en fonction des résultats européens l'année prochaine. Donc, c'est pas parce que tu termines pas sur le podium que tu joues pas la Ligue des Champions. Allez, vous écoutez et vous regardez le podcast After Espagne avec Rémi Dumont et Edgar Groslo. On parle de l'Atlético de Madrid. Dans un instant, on va faire un point mercato chez les Colchoneros. Alors ce mercato, encore une fois dispendieux, parce que je trouve qu'on est quand même assez gentil avec l'Atlético de Madrid, qui est 8e de Liga. Je n'ose même pas imaginer ce qu'on dirait si le Barça ou le Real étaient à ce niveau-là après 6 journées en championnat d'Espagne. Ça raconte peut-être aussi le manque de pression qui entoure ce club, qui a des énormes moyens, certes en dessous du Barça et du Real, mais quand même qui est capable d'investir 171 millions d'euros remis sur le marché l'été dernier. Ouais, et puis juste rappeler qu'il y a eu des changements à la direction, puisque Andreas Berta, le directeur sportif de l'Atlético historique, est parti à Arsenal en cours de saison dernière. 171 millions dépensés, dont le plus gros transfert pour Alex Baena, 42 millions d'euros. Alors, ce qu'on a regardé, c'est les sommes dépensées par rapport à la place en termes de temps de jeu des joueurs. Baena, 42 millions dépensés, 20e en temps de jeu. Après, il y a des blessures. David
Blanco, 26 millions d'euros dépensés, 7e en temps de jeu. Cardozo, 24 millions, 17e en temps de jeu dans l'effectif. Raspadori, 22 millions, 18e en temps de jeu. Thiago Almada, qui lui est blessé aussi, 21 millions, 15e. Alors, il a une blessure musculaire. Matteo Ruggeri, 17 millions, 11e. Et Marc Poubil, 16 millions et 21e en temps de jeu en termes de minutes jouées dans l'effectif. Certes, il n'y a que 6 journées en Liga, mais quand même, ça interpelle les chiffres à la Edgard de Rémi. On a envoyé quasiment 180 millions d'euros, voire 200 millions avec bonus compris cet été. Et pour l'instant, ces gars-là, Baena, c'est un cas particulier, parce qu'il a été blessé, puis appendicite. Il a réintégré le groupe cette semaine contre Rayo Vallecano. Il jouera peut-être contre le Real. Mais est-ce qu'on en parle de ça, de la somme investie, et pour l'instant, du retour sur investissement qui n'est pas là, quoi? Oui, c'est sûr, parce que quand tu regardes cette liste-là, tu as des joueurs qui ont joué, mais tu n'as aucun franc succès pour l'instant. Tu n'as aucun joueur qui est extrêmement convaincant. On s'inquiétait par exemple pour un joueur comme David Anko. Finalement, semaine après semaine, il y a quand même du mieux. On sent que c'est un joueur qui a énormément de personnalité, qui peut apporter à cette équipe en défense. Tu as d'autres joueurs qui sont intéressants. D'ailleurs, paradoxalement, encore une fois, Nico Gonzalez qui lui est arrivé en prêt et on sent qu'il peut apporter des choses. Il l'a fait notamment face au Rayo en rentrant en fin de match. Ce sont des joueurs intéressants, mais c'est vrai que pour l'instant c'est très décevant quand tu vois les sommes qui ont été déboursées. Tu sens aussi qu'ils ont recruté mine de rien des joueurs de ballon aussi, et que pour l'instant, même si sur certaines phases on voit une équipe qui essaye de jouer parfois une touche, tu sens que le résultat au niveau du jeu n'est pas encore resplendissant. Maintenant, comme on disait, ça va prendre du temps, mais c'est sûr que l'Atlético, même si en budget global du club ils sont nettement en dessous du Barça et du Real, au niveau des dépenses uniquement sur le marché des transferts sur 6 dernières saisons, ils sont complètement au même niveau, voire au-dessus que ces clubs-là. Et donc, il y a de la frustration. Il y a de la frustration quand tu vois le résultat de ces joueurs. Mais bon, c'est aussi plus difficile de recruter des grands joueurs quand tu es l'Atlético que quand tu es le Real et le Barça. Le Real, il recrute Trent et Mbappé gratuitement, avec des gros salaires, mais gratuitement, sans transfert. C'est ce genre de choses-là que tu ne peux pas faire quand tu es l'Atlético de Madrid. Donc, même s'ils ont énormément d'argent à mettre, ils jouent aussi avec leurs armes. C'est pas aussi facile d'attirer des joueurs et d'avoir par exemple un joueur qui arrive en pleine bourre et qui est déjà titulaire dans un grand club européen. Pour eux, c'est quand même difficile. Ça, tu te demandes si l'Atlético n'est pas condamné, mais alors éternellement, à être dans l'ombre de ces deux gros-là, Barça et le Real. Il n'y a rien d'infamant, on parle des deux des plus gros clubs de l'histoire du football, mais malgré les qualifications répétées en Ligue des Champions, malgré des titres de temps en temps en Liga, l'Atlético, c'est deuxième chapeau, c'est tout en haut du deuxième chapeau en Ligue 1. De manière très très caricaturale, qu'est-ce qu'il y a à l'Atlético qui peut donner envie à un joueur de venir? Il y a la Ligue des Champions très régulièrement, il y a peut-être le stade, mais quand on se dit qu'on a un joueur qui n'aime pas forcément les principes de jeu de Cholo, c'est compliqué, et qu'on voit que par exemple l'ancienne star Antoine Griezmann, dont on va parler, quand je dis ancienne, c'est parce que il est plus sur la fin de carrière que le début, c'est plus non plus l'Antoine Griezmann des premières années à l'Atlético. On se dit peut-être le seul argument possible, c'est de devenir la nouvelle star justement de cet Atlético de Madrid. Mais bon, ça fait peu quand on compare par exemple à Lamine Yamal au Barça, donner envie de jouer avec lui ou donner envie de jouer sous les ordres de Xabi Alonso, par exemple au Real Madrid. Est-ce que tu penses, Edgar, franchement, et je ne sais pas si on en parle en Espagne, que la présence maintenant depuis 14 ans de Diego Simeone peut être un frein à la venue? Je parle de son projet de jeu également, beaucoup moins porté sur l'offensif qu'à Barcelone avec Hansi Flick. On verra encore avec Xabi Alonso. Ça peut être un frein pour faire venir certaines pointures, certains éléments un peu plus sexy ou de joueurs plus référencés au niveau européen. Oui, je pense que ça dépend des sensibilités, parce que forcément, tu as des joueurs qui ont envie de jouer pour Simeone, parce que c'est quand même une légende, c'est quand même un énorme leader d'homme. Mais c'est sûr qu'aussi, tu as d'autres joueurs qui se disent « Oula, je vais devoir plus défendre que d'habitude, je vais peut-être pouvoir moins m'exprimer parce qu'on va me demander telle chose. » Et donc, je pense que pour certains joueurs, c'est forcément un frein. Maintenant, est-ce qu'on se dit que Simeone en serait mieux sans lui du côté de l'Atlético? C'est toujours l'éternel problème. C'est que qu'est-ce qui viendra après Simeone, qui a apporté une régularité jamais vue dans l'histoire de l'Atlético de Madrid, qui a apporté des résultats jamais vus, qui a apporté cette équipe à être un incontournable de la Ligue des Champions et même un incontournable des phases finales de la Ligue des Champions. Donc tu te dis, peut-être que si tu ramènes un entraîneur qui a un jeu un petit peu plus sexy, tu auras quelques
joueurs qui viendront, mais tu auras aussi une multitude de joueurs qui ne voudront pas venir parce qu'ils n'auront pas la certitude d'arriver dans un club qui joue la Ligue des Champions tous les ans et qui va être performant. Donc c'est un petit peu à double tranchant, et je pense que le jour où Simeone part, ça va vraiment être un saut dans l'inconnu. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que cette identité de jeu, cette identité de l'Atlético, ok, c'est l'identité de Simeone, mais c'est aussi devenu l'identité du club. Et le club maintenant et les supporters se reconnaissent aussi, surtout dans une équipe qui se bat avec ses armes, qui donne tout sur le terrain, des joueurs qui sont des guerriers. Et c'est ça aussi qui les différencie du Barça et du Real Madrid. Parce que quand tu es un petit peu le deuxième club de Madrid, tu peux pas te la jouer. Nous, on est le club des stars, ou nous, on est le club forcément du beau jeu ou quoi que ce soit. Non, l'identité de l'Atlético, déjà historiquement, c'était d'être un club plus populaire que le Real Madrid, et c'est aussi d'avoir des guerriers sur le terrain, et c'est aussi d'avoir un entraîneur comme Simeone. Je me demande si l'Atlético s'est pas rendu dépendant de Simeone en fait, hein. Parce que plus le temps passe, plus les années s'enchaînent. Alors on a vu là sur une infographie la régularité des podiums quasiment tous les ans, au pire une 4e place. Tu avais fait le compte d'ailleurs, hein, du nombre de matchs sous Simeone, 745, 439 victoires, 182 nuls, 144 défaites. Évidemment, c'est quasiment une moyenne de 2 points par match, c'est exceptionnel. Mais le problème, c'est que plus les années passent, on se demande quand ça va s'arrêter, et plus le gouffre s'agrandit pour la suite de Simeone. Encore une fois, en toute proportion gardée, moi, ça me fait penser un peu à ce que avait pu vivre Manchester United avec l'après Sir Alex Ferguson. Il est resté tellement longtemps, il représentait tellement le club que derrière, c'est dur de lui succéder. Puis c'est surtout aussi, dans le club, il y a des habitudes qui ont été mises en place. Alors après, parfois, rapporter un peu de fraîcheur, ça peut aussi aider. Mais on a l'impression que voilà, il y aura vraiment Moi, j'ai l'impression que ce sera vraiment compliqué de trouver un entraîneur. Et là, bonne chance à la direction sportive pour trouver le bon profil en termes de manager. Et bonne chance surtout au coach qui lui succédera un jour peut-être. Hein. En tout cas, il est toujours très bien. On rappelle qu'il a le plus gros salaire des entraîneurs en Espagne. Peut-être même en Europe. Hein, mais en même temps, il a la plus longue longévité aussi. Oui, mais il a très bien réussi, en tout cas, à son entretien annuel, à faire monter son salaire. Quoi. Bravo à lui. Ouais, dis-moi, Edgar. Non, mais Nico, ce que je voulais dire aussi, parce qu'on compare toujours l'Atlético au Real et au Barça. Mais quand tu regardes la dimension de ces clubs-là, le problème de l'Atlético, et c'est aussi ce qui est frustrant pour les supporters, c'est que la distance entre l'Atlético et le reste du championnat est immense aussi. Et en fait, ils sont vraiment dans un entre-deux. Ils sont pas dans le premier wagon, mais ils sont aussi très très loin et largement devant du 3e wagon, où tu pourrais mettre même des clubs comme Villarreal et l'Athletic Club sur ces dernières années. Ils sont à des années-lumière évidemment de l'Atlético. Et donc c'est ça la frustration. Et Simeone, en fait, il répond à toutes les attentes. Et on attend de lui un exploit permanent. Et c'est vrai que peut-être notamment sur la Coupe du Roi, je pense qu'il pourrait faire mieux parfois. Mais c'est ça la difficulté, c'est qu'en fait ce serait un exploit, et c'est un exploit quand on voit l'Atlético rivaliser avec le Barça et le Real. Et puis après, il y a aussi, il ne faut pas oublier, parce que là, on se focus sur la Liga, mais il y a aussi des finales de Coupe européenne. Il y a eu la Ligue des Champions, il y a eu 2 finales de Ligue des Champions. Ouais, l'Europa League gagnée en 2018 face. Oui, mais très bien, Rémi, mais tu as le sentiment que voilà, une sorte de fatalité, ce sera toujours dans l'ombre du Real et du Barça. Ouais, mais je me mets à la place d'un supporter de l'Atlético. Je me dis, il y a quand même des notions d'espoir. Alors après, il y a peut-être surtout une volonté, peut-être au bout d'un moment, de changer, parce qu'on finit peut-être surtout par ce début de saison se lasser de Cholo Simeone. Bon, c'est pas le cas encore. Est-ce qu'il y a des critiques de plus en plus, une lassitude du cholismo, du système et même de la personnalité de Diego Simeone, Edgar, ou pas? Alors oui, il y a une lassitude forcément de la part de beaucoup de supporters, mais c'est un entraîneur qui à la fois est très critiqué, mais qui a toujours des critiques bienveillantes, parce qu'on sait tout ce qu'il a apporté au club, et c'est un petit peu un crève-cœur pour les supporters de l'Atlético. Jamais tu vas voir un supporter de l'Atlético foudrage contre Simeone qui va dire Simeone dégage. Par contre, t'en as beaucoup qui te disent merci pour tout Simeone, mais maintenant il est l'heure de partir. Ça, c'est une réalité. T'en as beaucoup qui veulent continuer, mais d'autres qui se lassent. C'est naturel. Alors, je voulais qu'on finisse quand même cet épisode sur Antoine Griezmann, bien sûr, parce que c'est un sujet à l'Atlético, c'est une légende, bien sûr, du club, qui en est à 198 buts. La grande question, et là, j'envoie une question un peu provoque, c'est est-ce qu'il va passer la barre à 200 buts à l'Atlético? Bien sûr. Il lui en faut 2. Bah oui, mais sauf que ça fait maintenant, alors j'ai noté... 22 matchs. D'accord, 22 matchs sans marquer, 238 jours. Hein. Antoine Griezmann n'a plus marqué en championnat d'Espagne aucun but depuis le 1er février 2025.
Ouais, mais le talent d'Antoine Griezmann, tout ce que l'expérience qu'il a, c'est que, alors, il vit des saisons, des moments compliqués, mais comme chaque joueur, à 2 buts près, même avoir 3 pour franchir définitivement la barre, il n'y aura aucun problème. Juste rappeler qu'il a 34 ans, qu'il fait partie, mine de rien, du 11 titulaire, puisque c'est le 10e joueur en temps de jeu effectif avec 379 minutes cette saison. Mais effectivement, 0 but et 0 passe décisive en Liga cette saison. Et depuis sa retraite annoncée en international avec l'équipe de France le 30 septembre, c'est vrai qu'on a l'impression que son influence a un peu baissé, même si les moments qui ont suivi l'annonce de sa retraite étaient plutôt bons, puisqu'il avait enchaîné des buts en Liga et en Coupe d'Europe. Retraite avec l'équipe de France, bien sûr. Qu'est-ce qu'on dit du début de saison, en tout cas de ces 22 matchs sans marquer? Est-ce que c'est un lourd poids qui pèse sur les épaules de Griezmann ou pas en Espagne? Oui, parce que Griezmann, évidemment, c'est un joueur collectif, très collectif, mais c'est aussi un joueur qui est décisif, qui est tranchant et qui peut t'apporter beaucoup de statistiques, beaucoup de buts, beaucoup de passes décisives dans une saison. Et ça, on a quand même la sensation qu'il a de plus en plus de mal à le faire. Et en fait, quand il rentre, même en fin de jeu, alors oui, en temps de jeu effectif, c'est vrai qu'il est dans les 10 premiers, mais il a plus souvent été remplaçant que titulaire cette saison. Et même quand il rentre en fin de match, on n'a pas l'impression d'avoir un joueur qui te révolutionne un match, qui te change la phase d'un match. On a l'impression d'avoir un joueur qui est parfois un petit peu en retard, qui est un petit peu en dessous physiquement, même s'il a toujours évidemment les mêmes qualités techniques. Donc c'est ça qui est un petit peu frustrant avec lui, parce que tu vois que c'est toujours le même joueur. Et sur sa saison dernière, c'est vrai qu'il avait été très performant sur le début de saison, mais j'ai l'impression que le fait qu'il y avait toutes ces trêves internationales l'aidait beaucoup aussi à rester frais, et qu'il avait peut-être ce coup de boost du fait de se dire « Ok, j'ai pris ma retraite internationale, maintenant je me focalise uniquement sur l'Atlético ». Mais la deuxième partie de saison était très compliquée pour lui. Son dernier but en Espagne, c'était, vous vous souvenez, le match spectaculaire de Coupe du Roi face au FC Barcelone. Donc il me semble de mémoire que c'était fin février. Et après ça, il met juste un but en Coupe du Monde des clubs. Donc c'est beaucoup trop léger quand tu connais ses qualités techniques et quand tu sais qu'il joue quand même très très haut sur ce terrain. Et donc il est souvent dans des positions d'arriver par exemple à l'entrée de surface et de tirer. Voilà, pour être efficace, il va falloir quand même qu'il soit plus décisif. Bon, titulaire 2 fois cette saison, les gars, c'est 2 victoires quand même. Ouais, non, juste pour rappeler par rapport au trame international, le fait qu'il a annoncé sa retraite, moi ça me fait un peu penser à Zizou quand il avait annoncé sa première retraite. Au départ, c'était pour pouvoir souffler, se concentrer sur son club, et puis au final, il s'apercevait qu'il n'y avait plus que 2 joueurs à l'entraînement, donc forcément, il avait envie. En fait, l'équipe de France lui a apporté cette exigence du haut niveau, et je me demande si pour Antoine Griezmann, c'est pas pareil finalement, parce que même si physiquement, c'est sûr que ça demande beaucoup d'énergie, quelque part, l'équipe de France le maintenait à un niveau d'excellence. Voilà pour l'Atlético de Madrid, bien sûr. Merci Edgar d'être rendu disponible en direct de Madrid. Merci Rémi. Une idée pour la semaine prochaine? Très vite. Ouais, j'en ai 3. T'as 3 idées? Ouais, vas-y. Alors Nicolas Pepe, élu joueur du mois de mars. Ouais. La deuxième, c'était peut-être Busquets, revenir sur lui, sur son parcours avec Barcelone. Et la première, je ne sais plus. C'est pas grave, on va se réunir, on va faire une conf de rédaction bien sûr. Et puis vous n'hésitez pas, sous la vidéo YouTube notamment ou sur les applications, à proposer des thématiques en lien avec l'actualité de la Liga. Merci à tous, et à Flavien Zolkowski et Fanny Bossé. Très bon week-end, très bonne semaine. Bye bye. RMC After Espagne.